Phaleron. And he invited Egyptian priests, as we know, from Manitone and other people. He invited priests, Egyptian priests, to collect, you know, Egyptian sacred records, and invited at the same time Greek men of letters to come to Egypt and work on the material. And he wanted, you know, to propagate and magnify the country who was ruling. I'd like to explore more your idea of a mixed culture, because this is very important in the idea of a Hellenistic world. Alexander, I believe, at the end of his life, wanted a kingdom of the best, irrespective of birth, background, or origin. But that kingdom was to speak Greek, think in Greek, and was to be educated as Greeks, with Macedonian military tactics and so on. What do we mean then by a mixed culture? That the main culture is Greek, and it is therefore a common culture from Libya to, help us, Pakistan, in a way never seen again. Ο Μεγαλέξανδρος και οι διάδοχοί του μεταλαμπάδευσαν τον ελληνικό πολιτισμό στην Αίγυπτο, τη Συρία, την Περσία, μέχρι τη Βακτρία και τη Σογδιανή στην Ασία. Η ελληνική γλώσσα καθιερώθηκε ως η lingua franca των πολλαπλών πόλεων που ίδρυσαν με ελληνικά τοπονύμια, πολλά εκ των οποίων έφεραν ονόματα πόλεων της Μακεδονίας, όπως Σεγέ, Πέλα, Δίων, και δικά τους ονόματα ή συγγενών τους, όπως Σελεύκια, Αντιόχεια, Απάμια και άλλα. Η αρχαιολογική σκαπάνη κορυφαίων αρχαιολόγων στη Μέση Ανατολή και Κεντρική Ασία, όπως τον Πολ Μπερνάρ, Πιέρ Λερίς, Ζωνί Βαμπερέρ, Ταρζή, Σαριγιαννίδη και άλλων, έφερε στο φως ευρήματα ελληνικών πόλεων, όπως τον Άι Χανουμ, Λαοδίκαιας, Ιμπν Χανί, Δούρα Ευρωπός, Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και άλλων, που τεκμηριώνουν την πλατιά παρουσία και επίδραση του ελληνικού πολιτισμού και τη συγκλονιστική συνάντηση και μίξη της Δύσης και της Ανατολής με τη δημιουργία πολιτισμών όπως του Ελληνοβακτριανού και του Ινδοελληνικού. Vous savez, il y a une cinquantaine d'années, Charles Edson écrivait un article, Imperium Macedonicum, dans lequel il essayait d'interpréter le royaume séleucide comme un royaume macédonien. Et il disait quelque chose qui était un peu prophétique. Il disait, si on veut comprendre les institutions du royaume séleucide, il faut les chercher en Macédoine. Il faut fouiller, il faut étudier la Macédoine de Philippe II. Et effectivement, il y a eu une série de découvertes épigraphiques surtout qui ont, dans une certaine mesure, confirmé cette intuition.
βασιλεύς Περσέψ, βασιλέος Φιλίππου, από τον Ιστράικην στρατιών Αρτέμιδη Ταυροπόλοι, ο Δήμος ο Αμφιπολιτών, Αρτέμιδη Ταυροπόλοι, πολιταρχούντων Τιμονίδου του Ασκληπιάδου, με στήλου του Μητροδόρου. Αγαθή τύχη, Υγείως επρίατο την οικία Παραθεοδόρου, η ηγείτων Κλεόδαμος, δραχμών δισχυλίων 800, κατά την συγγραφήν την παρατίμονη. This museum is one of the richest, or at any rate the richest in the world as far as Greek inscriptions are concerned. It's a national museum, which means that it has a collection of inscriptions from all over Greece, but of course it specializes in inscriptions coming from Attica. And if somebody wants to study ancient Athens, he has to come here, because here he'll find the archives of ancient Athens stored in the museum. Exactly. And inscriptions is a very specialized subject. One would say that people don't know much about it because it has an advantage, one would say, over other sources of information, of historic information and evidence. It has several advantages. One is that inscriptions are authentic documents, and by authentic I mean we read them today as they were written some thousands of years ago. There have been no copies, no other people have interfered with the text, whereas literary sources have been copied several times, mistakes have been made, omissions have been made, and we do not have it as it was first written. Inscriptions are authentic documents in another sense too, because they are part of day-to-day government business, for instance. From what I know, there are 2 Macedonian inscriptions in this epigraphic museum. Yes, there are more than 2, in fact, but there are 2 very important, I mean, which have a historical, great historical value. The one comes from Amphipolis in eastern Macedonia. It was walled in a fountain in the village. It was first seen in the beginning of the 19th century. It speaks about, it's a decree from the city of Amphipolis, and condemns to exile 2 pro-Athenian politicians who were the enemies of Philip. So when Philip conquered Amphipolis, he didn't destroy the city, but he changed the government, and the new government exiled his political opponents. And the other inscription comes from the site of Cassandreia in the Chalkidic Peninsula. And it's a grant of land by King Lysimachus, who had refounded the city and had given it more territory. Pourquoi telle colonie était-elle appelée Amphipolis, par exemple? Car il y a une Amphipolis en Syrie, mais on vient de l'apprendre également, c'est-à-dire près de Bactre, hein, et donc en Afghanistan. Et il y a différentes raisons, la plus simple étant que
une bonne partie des premiers colons étaient originaires de telle ou telle ville, mais ce qui a été quelque chose de surprenant, et c'est, je crois, bien prouvé, c'est que certaines villes étaient appelées en fonction de ce qu'elles pouvaient rappeler de certains paysages de villes macédoniennes. Et c'est caractéristique pour Édesse, par exemple. La ville de Syrie du Nord qui a été appelée Édesse l'a été en fonction des inondations périodiques à laquelle elle était soumise à la fois celle de Macédoine et celle de Syrie. Mais je crois que le premier phénomène que l'on doit à la conquête d'Alexandre, c'est la fondation de villes. Mon impression générale, c'est que, c'est une impression, hein, c'est que ce qui est macédonien, proprement macédonien dans l'Orient hellénistique, c'est d'abord tout ce qui est royal. Facile à comprendre. Tout ce qui est royal, ça peut signifier des institutions, jusqu'au calendrier. L'Empire séleucide adopte purement et simplement le calendrier macédonien avec les noms de mois macédoniens que nous connaissons tous. Ça peut signifier des cultes, ça signifie des institutions, ça signifie des termes institutionnels. Là, la marque proprement macédonienne est très forte pour tout ce qui dépend des rois. Dans ce qui dépend des rois, il y a la fondation d'un certain nombre de cités, et notamment ces cités qui prennent des noms, qui reprennent les noms des villes de Macédoine en Syrie ou en Bactriane, puisqu'on a maintenant une amphipolis en Bactriane. En ce qui concerne les cités, la nuance que j'apporterai, c'est que les cités fondées à partir d'Alexandre dans tout l'Orient hellénistique étaient extrêmement diverses. C'est-à-dire qu'il y en avait sans aucun doute un grand nombre qui était très marqué par des origines macédoniennes. On imagine quelque chose comme des colonies de vétérans des armées macédoniennes. Et puis il y en avait des quantités d'autres qui étaient beaucoup plus larges comme origine. On a un texte unique, mais souvent cité, qui concerne une cité grecque de Perside, c'est-à-dire des environs de Persépolis, en gros, la Perse historique. Et puis, il y a d'autres, quand on examine l'onomastique, c'est-à-dire les noms de personnes, de ces gens qui vivaient dans les cités du monde hellénistique, on trouve un bon paquet de noms macédoniens, ça, partout. On trouve aussi des paquets de noms ioniens, crétois, athéniens. Il y en a quelques-uns, il y a des noms typiquement athéniens qui se rencontrent au fin fond de l'Orient. Bref, on a eu une colonisation qui n'était pas seulement macédonienne, qui venait d'autres régions. Et quand on entrevoit, c'est très rare, comme tu sais, mais quand on entrevoit le fonctionnement interne de ces cités, c'est des cités grecques. Mais elles ne sont pas spécialement macédoniennes, sauf probablement les colonies militaires dont nous parlions, celles de Syrie. Là, elles ont des traits macédoniens, mais les autres, c'est des cités grecques. Antioche de Perside, c'est une cité grecque qui pourrait être un peu n'importe où, à vrai dire. Elles ne sont pas spécifiquement macédoniennes. Et Suse. Et Suse, naturellement. Et toutes, ou presque toutes, comportent des personnages qui, par leur nom, ont probablement des origines macédoniennes. Et c'est vrai aussi, comme le disait Georges Rougemont tout à l'heure, que la civilisation, il y a eu fondation de nouvelles villes, il y a eu aussi hellénisation de vieilles capitales qui n'ont jamais changé de nom, qui n'ont pas pris le nom de leur fondateur, que ce soit Alexandre ou Séleucos ou les Antiochos. Et l'exemple le plus illustre, c'est Bactre, qui n'a jamais changé de nom, qui a été la grande capitale de toute l'Asie centrale et dont on sait qu'elle a été fortement hellénisée. On le soupçonnait, on vient de le découvrir grâce aux dernières fouilles de la mission française qui travaille là-bas depuis 5 ans. Et on a des éléments d'architecture en pierre, des chapiteaux corinthiens, des tambours, des fûts de colonnes, qui sont la preuve qu'il y a eu à la fois des cours à péristyle et des temples, certainement. Bactre, c'est toujours appelé Bactre, y compris dans le récit de Polybe sur le siège de Bactre par Antiochos